Alors, je suis née le 2 mai 1931 à Épernay, dans la Marne. Ça s'appelait Fère-Briange, un village. Fère-Briange, oui. C'est un village tout à fait à la fin de la côte, ce qu'on appelle la côte des Blancs, c'est-à-dire les bonnes vignes. C'est encore des collines où il y a des vignobles. C'est pas très loin de Vertus, Ménil-sur-Oger, Épernay, mais c'est-à-dire que le vin est beaucoup moins coté que plus à l'est. À l'époque, il était assureur, mon père. Il avait repris un portefeuille d'assurance, voilà. Parce qu'à vrai dire, il n'avait pas de métier à l'origine. Enfin, si, il a étudié, il a eu le bac, etc. Mais après, il a un peu, j'allais dire, erré. D'abord, il a fait le service militaire, qui à l'époque durait longtemps. Et puis, il n'avait pas vraiment de foyer. Donc, il vivait chez ses grands-parents, à la campagne, dans les vignes, on peut dire, pas très loin d'Épernay, dans la Marne. Voilà. Donc, il cherchait un peu un métier. Voilà. Donc, il avait repris ce portefeuille d'assurance où il devait aller chez des personnes pour leur proposer. Voilà. Ma grand-mère ne s'en est jamais occupée. Il est né en 1907. Donc, quand son père est parti à la guerre, 1914, il avait 7 ans, et ma grand-mère l'avait déjà mis pensionnaire au collège d'Épernay dès qu'il a eu 4 ans, à peu près. Donc je pense que mon grand-père n'avait pas beaucoup de volonté, parce qu'il aurait pu empêcher ça quand même. Bon. Il est même revenu à pied d'Épernay quand Épernay a été bombardé. À 7 ans, il a fait 25 kilomètres, enfin aidé sûrement, pour rentrer à la maison. Elle ne s'était pas trop préoccupée. Donc, après, pendant la guerre de 14, elle l'a mis en pension dans un... Non, elle l'a d'abord mis à Paris, euh, dans cet établissement très bien. Oui, Stanislas. Il a été à Stan pendant quelques années, pensionnaire, où il racontait toujours que les seuls colis qu'il a reçus ne venaient pas de sa mère, mais de sa tante, c'est-à-dire de la sœur de ma grand-mère, qui était mariée à Vertus, donc à un marchand de champagne, et qui est morte à 28 ans, juste après la guerre. Enfin, bon. Ah non, après, il a été pensionnaire à Cézanne, et puis il a passé le bac, là. Voilà. Donc mon père avait le bac. Et puis après, il s'est engagé, il est parti militaire, et c'est là où il a été envoyé en Syrie, où il est resté, oui, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Oui, parce que ma grand-mère a eu un premier fils qui est décédé. Bon, il y avait toujours pas un soupçon, mais on disait qu'elle ne s'était pas occupée de lui. Et puis elle a eu mon père, que mon arrière-grand-mère est venue chercher dès qu'il avait, je ne sais pas moi, 4-5 mois, et qu'elle a pratiquement élevé, mais il n'y avait plus de lait maternel, donc il a été élevé au lait de chèvre, ce qui, paraît-il, lui aurait donné un caractère un peu particulier. Et paraît-il, mon arrière-grand-mère racontait que quand il fallait le lait, la chèvre était toujours partie. On sait.
Mais j'ai connu mon arrière-grand-mère, j'ai très peu connu, puisque j'étais bébé, l'arrière-grand-père, mais mon arrière-grand-mère, je l'ai connue jusque dans les années 40, 1940, donc j'avais une dizaine d'années à peu près. Mais je me souviens très bien, très très bien d'elle. C'était une femme de la campagne. Elle avait des jupons gris plissés comme avaient les vieilles femmes, et puis une camisole comme ça avec des boutons. Et ce qu'elle avait de remarquable, c'est qu'elle avait les cheveux coupés. À l'époque, les femmes âgées avaient toutes un chignon, surtout à la campagne. Elle avait les cheveux coupés et extrêmement frisés, ce qui était tout à fait remarquable. Et je me souviens qu'elle me disait souvent: c'est court une vie, ma fille. Oui, parce que j'aimais toujours beaucoup coiffer ses cheveux. Oui. Mon arrière-grand-mère et son mari avaient eu 4 filles, je crois, une qui est décédée à la naissance et une qui était morte, ce qu'on appelait le croup à l'époque, c'est-à-dire la diphtérie qui empêche de respirer. C'était vraiment des grandes, oui, contagions. Hein. Ah oui, oui. Donc ils avaient 2 filles qu'ils avaient un peu caractérisées. Donc il y avait la fille aînée ou la deuxième qui était ma grand-mère, assez audacieuse, virevoltante, enfin, etc. Et puis sa sœur qui, elle, était rangée, douce, bonne. Enfin, mon père a toujours... et reportait ce schéma-là sur ma sœur et moi. Mais vraiment, carrément. Oui, oui, j'ai toujours été la faux-folle. Oui, mon arrière-grand-mère Angèle était renommée pour oser avoir des discussions vraiment très sérieuses avec le curé d'un village voisin qui s'appelait Vers-la-Gravelle. Et elle était connue pour oser discuter de tout ce qu'on nous enseignait dans l'Église catholique. Voilà. Et sa propre mère, donc mon arrière-arrière-grand-mère, était connue aussi dans le village, chez les vieux, bien sûr, pour avoir été une des premières femmes qui savait lire. Oui. Et qui achetait aux petits colporteurs des petits romans. Oui. Donc il y avait une sorte de lignée de femmes qui voulaient lire le journal, des petits livres, se renseigner, etc. Ah oui, puisque mon arrière-grand-mère osait poser des questions au curé, ce qui était quand même un peu audacieux pour l'époque. Sa fille, la mère de mon père, je crois que c'est une des premières femmes en France qui a demandé le divorce d'un héros de la guerre de 14. Donc elle était très audacieuse. Elle était à l'arrière dans leur grande ferme où on envoyait tous les blessés, etc., se reconstituer. Il y avait de tout, il y avait des Russes, il y avait des Italiens, il y avait des soldats de toute provenance et des officiers aussi. Et comme elle était charmante, qu'elle jouait de la mandoline, enfin, etc., elle a fait connaissance avec notamment des officiers russes qu'elle a retrouvés après la guerre, qui étaient taxis à Paris. Oui, tous ces officiers, ils n'ont pas pu repartir après Lénine, etc. Et elle avait fait connaissance notamment avec Fernand d'Angy, qui était directeur, enfin, pas encore tout à fait, des usines Lefort,
à Charleville. Elle avait 15 ans de plus que lui. Ils sont tombés fous amoureux et ils se sont mariés après la guerre de 14, elle-même ayant été une des premières femmes à demander le divorce de son héros de mari. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu le jugement du divorce, je l'ai déjà raconté des tas de fois, ce sont les femmes qui ont hurlé après elle. Il a fallu la faire sortir par des portes dérobées du tribunal. Ben, les femmes des soldats de la guerre de 14, ou qui n'étaient pas revenues, ou qui revenaient amochées, ou tout ça. Une femme qui ose demander le divorce, d'abord ça ne se faisait pas, et deuxièmement, d'un héros. À l'époque, on était patriotes, hein. C'est pas comme maintenant. Oui, ah oui. On l'accusait même en chuchotant. Elle avait eu une opération à Paris dans le ventre. On l'accusait de s'être fait rendre, on va dire, inopérant tout le système pour avoir des enfants. C'est par exemple, elle pratiquait beaucoup avec des groupes, etc., ce qu'on appelait à l'époque le spiritisme. Elle faisait revenir les morts. Il y avait des réunions à Lyon, à Bruxelles, c'est connu. Ça fait partie de mon enfance, bien sûr, parce que mes parents, quand j'ai eu 6 ans, m'ont envoyée, parce que j'ai dû être malade, enfin je ne me souviens pas très bien, chez cette grand-mère, donc qui s'était mariée tout de suite après la guerre de 14 avec cet officier de l'aviation, il faisait de l'avion, donc ils se sont mariés, ça a été un couple très 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 heureux. Alors le spiritisme, elle était très reliée à Bruxelles et à Lyon, où il y a même encore maintenant des centres, je ne sais plus le nom, mais enfin ça existe encore. Et elle servait de médium. J'ai même des photos où on la voit comme ça. Et soi-disant que grâce à ce, je ne sais pas ce qu'il racontait, son voyage dans l'inconnu, on peut dire, elle faisait revenir des morts. Et notamment un jardinier de Reims, je me souviens, qui avait perdu sa petite fille, voilà, qui était là, et soi-disant que la petite fille revenait. À ce moment-là, il photographiait, toc toc. Et ben les autres spirites prenaient des photographies. Par exemple, il y a une photo où on voit ma grand-mère, mais j'ai tout ça, avec le visage de son père, mort depuis longtemps, au-dessus d'elle. Donc, moi j'ai été élevée enfin à cause de ma grand-mère, dans cette espèce d'ouverture sur le monde. Il n'y avait pas que le monde visible, il y avait... Mais ma grand-mère était très follette, parce que je me souviens, on nous avait, enfin son mari, qu'on appelait parrain, nous avait emmenés toutes les deux à Bruxelles. Parce qu'il sortait beaucoup en voiture. Le dimanche, on allait à droite, à gauche, on allait dans un restaurant, on rencontrait des amis, enfin voilà. Ce qui n'était pas du tout le cas chez mes parents. Ma maman ne voulait pas beaucoup sortir et tout. Et donc, elle m'avait habillée pour que je sois bien comme il faut. Mais elle m'avait acheté un pantalon, j'ai des photos d'ailleurs, ça ne se faisait pas à l'époque pour les petites filles, et un manteau de petit garçon, un petit manteau avec martingale. Elle m'avait fait couper les cheveux, on aurait dit un petit garçon. Oui. Elle avait toujours des idées un peu follettes.
Mais mon père avait une demi-sœur, parce que mon grand-père s'était remarié, que ma sœur et moi, on aimait beaucoup. Et pendant la guerre, elle s'est beaucoup occupée de nous. On était petites filles. Elle vivait dans un village à côté. Et elle a été très, très, oui, très affectueuse avec ma sœur et moi. Parce que maman était un peu raide. Et puis, elle était plus jeune aussi. Parce que mon grand-père, rentrant des tranchées de la guerre de 14, sa femme l'ayant abandonné, on peut dire, il s'est remarié et il a eu cette fille. Avec une veuve aussi. Enfin, c'était la guerre de 14 a quand même fait avancer, bon, malheureusement peut-être, mais l'organisation sociale. Ah oui. Puisque les femmes ont travaillé pendant la guerre de 14, donc elles ont eu tendance à se libérer. Quand les hommes sont revenus, soldats, mutilés, traumatisés, les femmes n'étaient plus telles qu'ils les avaient connues. Hein. Et ma grand-mère était particulière parce qu'elle allait au cinéma toute seule. Oui, elle est très, très indépendante. Oui. Mais elle allait voir des Charlots, hein, des trucs comme ça. Charlie Chaplin. Oui. Elle y allait toute seule. Mais il n'y avait pas la télévision et tout ça. Elle adorait le cinéma. Oui. Maman était effrayée par l'originalité, je dirais, de sa belle-mère. Ah oui. La grand-mère, la mère de maman, elle était d'une famille de malades dépressifs, mais vraiment, hein, qui se sont suicidés. Son père s'est suicidé, son grand-père s'est suicidé, son frère s'est suicidé, coup de fusil. C'était des fermiers. Hein. Et elle avait épousé un homme très joyeux qui a malheureusement eu cette ruine totale et qui, c'était la grande honte, ayant cette femme complètement neurasthénique, etc., avait un autre ménage dans le village, avec une fille, comme maman. Oui, ça c'est des histoires de village. Oui. Toutes les vacances scolaires, maman trouvait qu'il fallait nous envoyer chez les grands-mères. Puis elle voulait être toute seule avec mon père. Donc, toutes les vacances scolaires, à partir du moment où on a été à l'école, on allait chez les grands-mères. Et même avant, déjà. Je me souviens, l'été, dans la petite maison de la mère de maman, bon, ruinée, dont elle avait une toute petite maison, elle nous occupait. Ma sœur adorait l'eau et tout. Pendant des heures, ma sœur frottait un savon sur une planche en bois dans un baquet d'eau, l'été, quand il faisait chaud. C'est une femme complètement dépressive, peureuse. Ma sœur et moi, on se moquait d'elle parce que dès qu'il y avait un petit coup de vent dehors qui faisait bouger les rideaux, elle faisait « Oh, oh !» comme ça. On riait. À l'époque, si spontanément ou dans les cercles des villages, etc., les rencontres ne se faisaient pas, on s'adressait au notaire qui avait aussi ce rôle de mettre en relation je ne sais pas comment on dit, oui, leurs clients. Donc, ma grand-mère, trouvant que mon père, enfin, elle qui ne s'était jamais occupée de lui, hein,
Mais tout d'un coup, quand il a eu 22, 23 ans, elle a voulu s'occuper de lui, donc elle a mis en route les notaires, et ce sont les notaires qui ont présenté mes deux parents. Voilà. Mais entre le moment où maman a été inscrite chez le notaire comme une fille unique avec une dot, la fortune de mon grand-père s'est effondrée, des histoires de vignes qui ont été ravagées. Il avait planté une vigne, contrairement à une très grande vigne qui s'appelait la Maltournée, à un lieu qui s'appelait la Maltournée. Et tout le monde lui avait dit, il ne faut pas faire ça parce que c'est dans la plaine, il y a le gel, enfin, etc. Et il n'a pas tenu compte. Il a investi tout ce qu'il avait dans cette plantation et qui a été ravagée très vite. Donc maman était sans dot, le grand-père avait une tumeur cancéreuse au cerveau et était mourant, et mon père a toujours raconté que chevaleresque, comme les pourparlers, mariage avaient été quand même assez loin, il l'a épousée sans en avoir vraiment... Autrement, il ne l'aurait pas épousée, paraît-il. Enfin bon. Ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis née, first, maman ne voulait surtout pas d'enfant. Bon, après. Et quand je suis née, elle avait déclaré que ce serait un garçon qu'elle appellerait Pierre, comme son cher mari. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, mon père disait toujours, c'est moi qui t'ai trouvé un prénom en allant t'inscrire à la mairie. Alors, il hésitait, comme dans mon temps, entre Monique, je ne sais plus quoi, et Nicole. On s'appelait toutes Jacqueline, oui. Monique, Jacqueline ou Nicole. Mon père était double face. Il pouvait, c'est un homme qui lisait beaucoup, qui était quand même très intelligent, enfin bon. C'est-à-dire, il rencontrait un vigneron de notre village, il allait lui parler comme ça, et puis on allait à Épernay, il faisait le baise-main. Il était pourtant bélier, soleil bélier, oui. Enfin bon. Il savait s'adapter. Pendant la guerre, je le voyais avec les officiers allemands qu'on recevait à la maison. Hein. Il parlait un allemand vraiment presque de théâtre, on peut dire. Mais il avait été prisonnier 1 an en Allemagne. Puis il était très intelligent, donc il baragouinait l'allemand, il vendait son champagne. Et puis à côté de ça, il fournissait de la nourriture aux maquisards, qui étaient dans les bois pas loin de chez nous. Il savait s'adapter. Dès qu'il y avait les vendeuses de billets de loterie, mais ça j'ai dû déjà le rencontrer, le raconter, ça m'a beaucoup frappé ça. Il y avait des pauvres femmes gelées l'hiver dans leur couverture qui vendaient des billets de loterie. Il leur prenait un billet de loterie, mais il était gentil quand même. C'était plus fort que lui. Il les baratinait. C'était presque si il ne leur baisait pas la main, presque. Il faisait toujours du théâtre et il était très généreux. Oui. Ma mère était, elle, beaucoup plus raide. Et maman dépendait complètement de mon père. Mais c'était le sort de beaucoup de femmes, hein, de la petite bourgeoisie. Toute la guerre, c'était lui le maire du village, donc
Il était toujours à la mairie, il en profitait pour sauter l'institutrice, enfin bon. Ah ben oui, parce que la mairie était dans l'école. Mais mon père était un... Mais mon père avait toujours été, ce qu'on disait, coureur. Oui, toujours. Ce qui a été difficile, c'est que avec l'arrivée des Allemands, il a fallu descendre vers le sud. Donc, on a dû partir en voiture avec ce qui paraissait le plus précieux à emporter, c'est-à-dire des draps, en général. On voyait les charrettes tirées par des chevaux sur toute la route de l'Exode avec du linge, en définitive. Ouais. Et donc, on est descendu parce que Parrain, le mari de ma grand-mère, avait fait transporter l'usine de Charleville en grande partie près de Poitiers. Donc, il avait fait construire des cités ouvrières et lui-même, avec ma grand-mère, habitait, enfin, il était soldat, mais bon, il était capitaine, il revenait. Et donc, pendant la guerre, on est descendu péniblement avec l'Exode jusque près de Poitiers. Parce qu'il avait acheté une grande maison, une espèce de château, où on s'est réfugié après, un peu plus tard. Maman conduisait, il y avait sa mère à côté d'elle, une vieille tante qu'on descendait aussi, c'était la tante de maman, la sœur de son père, qu'on descendait avec nous et qui avait une fille qui vivait là du côté de Toulouse ou je ne sais pas quoi. Et la fille est venue la chercher. Elle est morte peu de temps après. Oui. Il fallait passer la Loire sur des ponts de bateaux et maman en a été incapable. Parce que mon père, sentant venir la guerre, l'avait obligée à passer le permis de conduire. Et elle ne voulait pas. Puis en définitive, il a tellement insisté qu'elle a eu le permis de conduire, mais elle ne savait pas conduire. Elle poussait des cris tout le temps. C'était affreux, les routes avec les voitures à chevaux. C'était affreux. Oui. Elle savait pas, elle maîtrisait pas vraiment la Peugeot. Et quand il a fallu passer la Loire, elle a fait une crise de nerfs là sur le bord du fleuve. Et il y avait des soldats français qui fuyaient, parce que tous les soldats fuyaient vers le sud. Il y en a un qui avait eu pitié d'elle, parce qu'on était sortis de la voiture, on ne pouvait pas prendre le pont de bateau. Qui a eu pitié de nous et qui nous a fait traverser. Oui. Je revois la chambre qu'on avait, Françoise et moi. On avait peur parce qu'il y avait des chauves-souris, je me souviens. Oui. On y restait quelques mois. Je me souviens que ma grand-mère, la mère de maman, s'obstinait à rester à la cuisine avec les bonnes. Elle était très timide. Elle avait peur de ma grand-mère, quand même, qui accueillait toujours du monde, enfin bon. Ça s'appelait Alapsy, c'est un pays dans les Deux-Sèvres. Voilà, et puis c'est de là où on est remonté, dès que ça a été possible, on est remonté en Champagne. Et c'est là où, à Commandantour de Chalon-sur-Marne,
Mon père avait réussi à s'y introduire en tant que vendeur de champagne. Donc il est arrivé plusieurs fois où il a invité des officiers allemands à déjeuner. Ah ben ça je l'ai vu puisque maman refusait de les servir et que c'était ma sœur et moi qui étions à table avec mon père, l'allemand, comment ça s'appelait, son ordonnance, c'est ça, derrière lui, leur camion là dans notre cour. Oui. Mon père baragouinait parce qu'il avait toujours rien ne lui était difficile. Et, oui, il faisait du théâtre tout le temps. Il baragouinait, mais il réussissait à parler quand même. Oui. À la fin de la guerre, il était sur la liste des vendus aux Allemands. Et ce sont les maquisards qui lui ont sauvé la vie. Sinon, il était comme les femmes. Oui. Ce qui est horrible, c'est que pendant toute la guerre, il était comment dire, l'amant, comme on dit, d'une femme de prisonnier et qu'elle a été tondue à la libération. Ça, c'est affreux. Ça, c'est des choses qui m'ont blessée à vie. Je la connaissais, tout le monde, enfin on la connaissait tous, mais ça m'a particulièrement blessée, la violence de la libération. Il a fallu, lui s'était barré, il s'était sauvé, mon père, il nous a laissés volet fermé de notre maison parce que on avait peur que quelqu'un casse un carreau et vienne nous faire du mal. Les gens se vengeaient. Donc maman nous envoyait chercher l'eau à la fontaine et les gens du village n'osaient pas quand même attaquer de gamines. Lui qui avait été pro-allemand, bon, tout en aidant les résistants, quand il y a eu l'avancée de l'armée Leclerc, il a un ancien ami qu'il avait connu en Syrie à la Légion, parce qu'il était avec la Légion en Syrie. Lui, il était militaire, voilà, mais il y avait la Légion, donc il s'y était fait des amis. Et un légionnaire de l'armée Leclerc est passé une nuit pour le voir, parce que en 1939, il s'était revu à Paris. J'ai des photos d'ailleurs, voilà. Donc cet ancien légionnaire est entré à l'armée Leclerc et en montant, en libérant l'Est de la France, est passé une nuit avec son camion, comment s'appelait, son majordome, là, enfin voilà, pour voir mon père. Et mon père lui a dit, je suis foutu, c'est fini pour moi. Et Führer, il s'appelait Führer. C'est le faux nom, c'est un Autrichien qui s'était engagé à la Légion. Donc il s'appelait Führer. Donc Führer lui a dit, mais c'est pas grave, il a attrapé mon père. Ma mère lui a cousu des pièces d'or dans sa ceinture pour qu'il se débrouille s'il avait besoin d'argent. Et il s'est barré. Et on l'a revu un an après à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, où il avait été transporté parce qu'il était sauté. Il était dans une Jeep, son ordonnance a été tuée. C'est-à-dire, l'ordonnance conduisait, il a roulé sur le côté, et il y avait une bombe là, ils ont sauté l'ordonnance. Et lui, il a mis un an à l'hôpital pour récupérer sa hanche, dont la dernière année à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris,
ou quand maman est allée le voir, parce que maman voulait divorcer, donc ma grand-mère me prenait et elle laissait ma sœur avec ma mère. Et maman dit toujours, je n'ai pas voulu séparer mes deux filles. Enfin, bon. Mais quand ma mère est allée au Val-de-Grâce, parce qu'elle s'était réconciliée avec mon père, ils s'étaient écrits et tout, parce que c'était le divorce. Hein. Bon, ils ont rabiboché, et quand elle est arrivée au Val-de-Grâce, il y avait tout de même un banc de chaque côté du lit de mon père où il avait ses marraines de guerre qui venaient le voir. Donc c'était quand même un séducteur. Mon père vendait son champagne. Et donc il avait comme clientèle, et encore après la guerre, d'abord des cafés, notamment tenus par des gens qu'on disait ce qu'on appelait le milieu, c'est-à-dire des gens qui, moi je ne sais pas, cambriolaient, étaient malhonnêtes, enfin bon, voilà. Il avait un pied dans ce milieu-là. Et avant la guerre, il a été assureur quand il s'est marié, parce qu'il lui fallait un métier. Mais comme les grands-parents, ses grands-parents, mes arrière-grands-parents sont morts, bon, la grand-mère, elle a vécu jusqu'à la guerre, mais le grand-père est mort quand je suis née. Donc, mon arrière-grand-mère a demandé à mon père de revenir au village et de s'occuper des vignes, parce qu'il y avait un beau vignoble. Et ma grand-mère Charlotte, qui était l'héritière, puisque sa sœur était morte jeune, donc elle et monsieur d'Angy, son mari, ont confié l'exploitation des vignes à mon père. Donc il n'était pas propriétaire, il s'occupait des vignes. C'est pour ça que ma grand-mère et son mari avaient une sorte de droit de regard sur ce qu'il faisait. Et par exemple, tous les hivers, il allait à la foire de Charleville vendre le champagne et à ce moment-là, il vivait chez ma grand-mère. Oui. C'était ma grand-mère, l'héritière. Lui n'a été l'héritier qu'à la mort de ma grand-mère après la guerre. Oui. Moi, j'étais pensionnaire au collège d'Épernay avec des rations de nourriture, puisqu'on avait tous des tickets. Donc, les parents des élèves fournissaient pommes de terre, viande, enfin, etc. Mais tout était rationné, on avait des tickets pour tout. Donc, moi, j'y suis restée 2 ans toute seule. Et puis en quatrième, ma sœur est venue me rejoindre. Si on voulait faire des études, entrer en sixième et qu'on vit en pleine campagne, il n'y avait pas partout des collèges comme maintenant. Donc il fallait aller à Épernay ou Reims. Et Reims était beaucoup plus loin par rapport à la maison de mes parents. Donc je me suis retrouvée pensionnaire, comme toutes les filles de mon époque. Quand moi j'étais toute seule, maman ne venait. Je ne me souviens pas que ma mère soit venue. Mais une fois que ma sœur a été pensionnaire avec moi, elle venait en bicyclette, elle faisait 25 km aller et 25 km retour pour nous apporter des trucs sucrés qu'on achetait au marché noir ou je ne sais plus. Puis mon père fournissait le collège en pommes de terre, cochons, enfin, etc. Oui, c'est sûr. Quand maman venait nous voir, il fallait déjeuner. Donc on allait dans un café, puis on prenait un plat au café, mais il fallait donner des tickets pour chaque personne. Il fallait faire attention
aux rations. On ne pouvait pas dépenser, c'est pour ça qu'il y avait un tel marché noir pour tout, pour le sucre, pour le beurre, pour tout. Ah oui. Et la nuit, on nous faisait lever pour aller nous abriter dans des caves, mais il fallait sortir dans la rue pour aller dans les grandes maisons de champagne s'abriter, parce qu'Épernay était bombardé. Les Anglais, à la fin de la guerre, piquaient comme ça les avions anglais et américains, justement sur ces trains qui passaient au milieu d'Épernay, où était le collège. Donc, ah oui, moi j'ai encore la peur des avions qui piquaient. Ça faisait comme ça. Oui. Donc on se levait avec nos édredons, on traversait la rue et on se précipitait dans les caves où on passait la nuit. Alors on avait nos édredons, il y en avait qui dormaient, des autres qui pleuraient, des autres qui chantaient. Mais oui, parce qu'il y avait les pionnes. Les pionnes, elles ne voulaient pas qu'on ait peur et tout ça, donc elles nous faisaient chanter. Oui, elles nous occupaient un peu. On était petites, on avait 11 ans, 12 ans, 13 ans. Oui. Et ma sœur, elle est arrivée qu'en quatrième, quand moi j'étais en quatrième, donc elle n'a pas connu la ville, une ville avec les Allemands. Parce qu'à Ferbriange, on ne les voyait pas, les Allemands. Ils passaient sur la route nationale, mais ils ne descendaient pas dans les villages. Sauf pour venir rafler ce qui était prévu, hein, entendu avec les mairies, parce qu'il fallait les nourrir. Et il ne faut pas oublier que je me suis inscrite à l'école des langues orientales, parce que dès la troisième, seconde, première terminale, je lisais Tolstoï, les grands Dostoïevski, les grands romanciers russes, et ça me tournait la tête. Mon père, qui nageait toujours dans les livres, il avait dû me dire « lis Tolstoï », sûrement. Mais il voulait que je lise Balzac, ça m'ennuyait. Et, incroyable. Balzac et Victor Hugo. J'arrivais toujours près de lui, je disais « j'ai rien à lire ». Lis Balzac et Victor Hugo. Mais moi, je préférais lire Tolstoï. Mais il faut dire que je suis arrivée à l'école des langues orientales, je savais lire et écrire le russe. Parce que j'avais appris toute seule avec la méthode Assimile. C'est des livres où tu apprends une langue étrangère, le ba, tu apprends à l'écrire, à prononcer et tout. Ah oui. Quand mes parents sont installés, puisque mes parents devaient se séparer, et puis maman, en définitive, a dit « je ne veux pas que mes deux filles soient séparées, c'est-à-dire que ma grand-mère me prenne, et voilà ». Donc elle a décidé de vivre avec mon père malgré tous les problèmes. Lui a changé de métier, je ne sais pas combien de fois, mais il travaillait dans un cabinet de transactions de maisons et appartements. Et donc il avait un salaire à l'époque, donc il a loué une maison en banlieue, mais la banlieue ouest. Donc il y avait le train pour la gare Saint-Lazare. Donc on est arrivé, moi au Noël de la troisième, et puis ma sœur, elle, en cinquième, au lycée de Saint-Cloud, puisqu'il avait loué cette maison où je suis restée jusqu'à mon mariage. Voilà. Après le bac, le professeur de philo avait même convoqué mes parents en disant qu'il fallait que je fasse une licence de lettres philo après. À la Sorbonne,
Je suis allée à la Sorbonne et je n'ai jamais osé pousser la porte parce que personne n'est venu avec moi. J'étais terriblement timide. Oui. Et c'est pour ça qu'une amie de la voisine derrière la maison, étudiant à l'école des langues orientales, elle m'a dit, mais à ce moment-là, on se vous voyait. Je vous emmène, et puis quand vous serez déjà inscrite comme étudiante, bah, vous vous débrouillerez pour la Sorbonne, que je n'ai jamais fait. Mais j'étais timide, mais il y a des photos, j'étais complètement cachée dans un manteau. Je suis entrée à Languedoc et puis j'ai pas bougé. Je pensais devenir traductrice à l'époque. Et puis surtout, au mois de juillet de mes 21 ans, donc, je sortais d'une année à Languedoc. J'ai rencontré Paul Paquien et ma vie s'est construite à ce moment-là. Je suis sortie de chez mes parents, vite fait. J'ai d'abord été libraire parce que quand on descendait à Lyon, Paul et moi, on s'arrêtait chez une vieille cousine qui était cultivatrice, veuve. Elle avait des grands tabliers, voilà. Et on s'y arrêtait toujours parce que quand il était jeune, pendant toute sa jeunesse, sa mère l'envoyait passer l'été, parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Il allait passer l'été chez cette vieille dame. Puis après, il est devenu coursier chez Rhône Poulenc, et puis etc. Mais donc on s'y arrêtait toujours parce qu'il aimait cette vieille cousine qui était devenue veuve et qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui n'avait pas pu avoir d'enfants. Et c'était son chagrin. Donc on allait assez souvent à Lyon et sur son testament, elle m'a laissé une somme d'argent pour que Paul m'achète une librairie. C'est extraordinaire. Je la revois avec ses jupons, son tablier bavette. Elle s'était prise d'affection. Oui. Bon, elle aimait beaucoup Paul, dont elle s'était occupée quand il était jeune, très jeune. Et puis, voilà. J'ai appris ce que c'était d'arriver à 6 heures du matin pour les journaux. C'était une librairie journaux. Puis après, Paul m'a mis quelqu'un. Mais j'avais ma voiture, on habitait Boulogne, donc je prenais l'avenue, là, et j'étais tout de suite à la librairie, qui était au coin de la porte d'Auteuil, là. Puis j'ai appris à sortir de ma timidité, quand même. Et puis c'était librairie et livres scolaires. Donc il y avait les rentrées scolaires et tout. Et on travaillait avec Dupanloup, l'école chic de Boulogne, et puis le lycée Molière, enfin, etc. On est parti s'installer en Normandie, où il venait de s'installer. On est resté séparés 1 an, parce qu'il avait décidé qu'il voulait élever des vaches et en même temps installer son industrie de calendrage de matière plastique. C'est lui qui a inventé les protège-cahiers. Et c'est là où Paul m'a envoyé à ce qu'on appelait la faculté à l'époque, pour étudier l'histoire ancienne. Je me suis mariée, mais avec un mari qui me demandait qu'à ce que je fasse des études. Quand il s'est installé
il voulait une ferme à tout prix. Bon, voilà, il a construit l'usine sur les prés de la ferme. Il m'a envoyé à Caen reprendre des études, enfin, ou plutôt prendre des études d'histoire-géographie, parce que l'histoire de l'Antiquité m'a toujours passionnée. Oui. J'ai repris des études. J'avais ma voiture. Il m'avait acheté, au bout de quelques années, une très jolie voiture décapotable, parce qu'il disait que comme ça, il me l'empruntait pour aller draguer. C'est vrai, c'était l'époque où les hommes croyaient encore que les femmes allaient tomber. Mon père disait ça, que quand il avait sa voiture décapotable allemande, une imitation de celle qu'avait le Führer, les femmes tombaient comme, comment il disait, comme des mouches dans sa voiture. Ouais. Mais c'était l'époque où un homme qui en jette un peu comme ça séduisait peut-être un peu, plus maintenant. Non. Une fois les études terminées, ben on a tellement déménagé. Après, on est allé s'installer dans les Ardennes, après à Épernay, après à Château-Thierry, après je me suis occupée de la maison. Voilà. Ce que je trouve formidable, c'est quand même comment la vie des femmes a évolué. En mai 68, j'étais enceinte comme ça de mon plus jeune fils, de Marc, et on s'est retrouvés, Paul et moi, mon mari et moi, de chaque côté, on était à Château-Thierry, de chaque côté de la Marne, moi avec les femmes qui réclamaient leur place, et lui avec les hommes qui hurlaient contre ces femmes-là. Bon, mon fils Marc est né quelque temps après, mais ça a été à partir de ce moment-là quand même une rupture quand même, parce que ça a quand même été une rupture dans la place de la femme, et notamment avec mon mari. Il était quand même pas content parce que je m'étais mise en... Les gens de Château-Thierry avaient vu qu'on était chacun d'un côté. Il y avait d'abord il y avait des lectures, il y avait toutes ces femmes qui se battaient, il y avait Simone Veil aussi. Oui, le droit à l'avortement et tout ça. Hein. Avec Paul, on s'engueulait. Ah ben oui, oui. S'engueulait beaucoup, il tapait sur la table, ça faisait sauter tout ce qu'il y avait sur la table. Oui, parce que lui était... Bon, il a monté plusieurs usines, il était formidable avec les familles des ouvriers qu'il avait. Par exemple, si un gamin était malade ou n'importe quoi, il sortait des billets de ses poches et il en donnait. Mais à part ça, pour lui, les femmes étaient pas des domestiques, mais avaient à rester à leur place. Hein. Ah oui. C'est un homme de l'ancienne génération. Il était au niveau mentalité, il était comme mon père. Ah oui.